Chaque dernier vendredi du mois, nous accueillons nos intervenants pour dresser ce grand tableau de bord des marchés. Kevin Lenouet est avec nous, directeur associé d'Avant-Garde Family Office. Bonsoir Kevin. Bonsoir, et Laurent Albi nous accompagne également, le responsable de Next Momentum et cofondateur de Caleis 360. Bonsoir Laurent. Bonsoir Grégoire. On va parler de ce qui a fait vibrer les marchés au cours du mois d'octobre et de ce qui pourrait faire vibrer les marchés au cours du mois de novembre et d'ici la fin de l'année et pourquoi pas en 2026. Mais avant cela, marquons et célébrons l'anniversaire du bull market, Laurent, avec vous et ce graphique que vous nous avez apporté qui nous ramène 3 ans en arrière, c'est ça ? Exactement. Bon. Après le bear market de 2022, qui semble être un très lointain souvenir maintenant. Et donc 3 ans de hausse sur les actions américaines avec un S&P en progression de 93%. Ouais. Donc c'est juste fabuleux. Ouais. 93%. En dollars ? Oui. En dollars. On reste en dollars pour le moment. Mais on va voir en euros, c'est moins, mais c'est quand même fabuleux. On ne parle pas de small cap. Hein. Donc, une performance assez exceptionnelle sur ces 3 ans, avec une petite hésitation en début d'année, qui finalement s'est très bien résolue. Oui, la petite hésitation, c'est quoi ? Liberation Day, c'est ça ? Oui, même, Oui. non, Ah, même avant sur, quand il y a eu cette interrogation sur l'IA, on voyait au premier trimestre. D'accord, donc il y a eu un petit flottement. C'est vrai. Où on se L'année a disait- commencé avec DeepSeek le 20 janvier. Voilà, exactement. Le Donc, jour il où y avait Trump eu- retournait à la Maison-Blanche. Exactement. 2023-2024, c'est un petit peu ce qu'on vit maintenant. Donc, un marché en pleine euphorie. Premier trimestre 2025, où il y a un petit changement et on commence à parler de rotation sectorielle. Ça aussi, on a oublié. Oui, exactement. Donc, voilà, c'était un début d'année un petit peu différent, mais finalement, tout est rentré dans l'ordre. Goldilocks règne et on est toujours là-dedans. Alors, sur ce premier graphique, ce qui est intéressant, c'est la performance en euros. Parce que c'est pas exactement la même chose, même si pour un investisseur européen, il y a de quoi se réjouir, parce qu'on est quand même à 57% de progression. Mais quand on regarde le graphique qui est donc en dessous du S&P, on voit qu'il n'a pas dépassé son sommet précédent. Il fait un petit peu penser au CAC, assez bizarrement. Donc on voit bien que pour un investisseur européen, c'est la fête. Il y a des raisons de célébrer cet anniversaire, mais c'est moins flamboyant que quand on reste en dollars. Et donc, il y a eu effectivement cet effet dollar qui a beaucoup joué contre les actions américaines. Ouais, avec une baisse de 10% du dollar contre euro, notamment sur le premier semestre 2025. Je veux bien que ce soit un peu moins la fête en Europe, mais là aussi, vous venez avec un autre graphique, Laurent, reprenant ces 3 ans de bull market. Évidemment, on peut regarder des indices américains en dollars. Nous, il faut peut-être qu'on les regarde en euros. Et puis surtout, quand on regarde... Alors, ce sont des indices domestiques, mais certains marchés de la périphérie en Europe n'ont absolument pas à rougir de leur performance comparée aux performances du Nasdaq américain, Laurent, sur cette période de 3 ans. Alors, je vais vous faire une confidence, Grégoire. Je suis en train de faire une overdose d'articles sur l'IA. Je n'en peux plus. Donc, partant de ce constat et regardant la perf des indices européens, je me dis, mais pourquoi on ne parle... Alors, c'est vrai que c'est minuscule, mais pourquoi on ne parle jamais du Portugal, de l'Espagne, de l'Italie ? Même la Grèce a une performance cette année exceptionnelle. Les small cap italiennes font historiquement mieux que le Nasdaq, y compris depuis 2000. Non mais si, oui. Il y a comme ça des marchés, des segments de marché qui sont quand même là aussi des fusées. Tout à fait. Alors bon, moi comme je suis encore européen, j'accepte tout ce qu'on me raconte sur l'IA. Je sais que c'est une rupture, on en reparlera tout à l'heure, je ne suis pas du tout anti-IA. Mais force est de constater que le Nasdaq en euros, il fait moins bien que l'Italie ou l'Espagne. Alors je me dis que pour les investisseurs européens qui nous regardent et qui se disent « Oh là là, j'ai raté l'IA, je ne suis pas rentré dedans », je ne sais pas si ça va continuer de performer comme ça sur l'Espagne et l'Italie, mais en tout cas... J'espère que ceux-là avaient de l'Italie et de l'Espagne en portefeuille s'ils ont raté l'IA. Oui, effectivement, ce serait une manière de bien se consoler. Exactement. Et en tout cas, c'est des très belles performances dont on parle peu.
On est très très loin de l'IA, on est dans l'industrie, on est dans le tourisme, mais un investisseur européen, il avait tout intérêt à continuer de chercher autour de lui plutôt que d'être abreuvé matin et soir sur le train de l'IA. C'est intéressant pour des investisseurs de long terme quand même de reprendre cette séquence des 3 ans passés. On regarde dans le rétroviseur évidemment, Kevin, mais de s'apercevoir quand même que, encore une fois, l'Europe a... globalement assez mauvaise presse, en tout cas dans l'univers de l'investissement, dans l'univers financier. C'est une zone qu'on met difficilement en avant face aux États-Unis, face à ce qui se passe en Asie, qui semble complètement bouillonnant aujourd'hui. Pour autant, encore une fois, un investisseur européen, s'il a été bien conseillé, s'il s'est bien positionné, il doit être très content de ces 3 dernières années. C'est vrai, et les investisseurs européens, effectivement, sont assez contents maintenant pour répondre à ce qui vient d'être dit. Et globalement, là où le bas blesse, c'est que ce sont des marchés qui sont des marchés inconnus pour beaucoup d'investisseurs, ne le cachons pas, et qu'il reste un biais assez naturel que nous connaissons tous, qui est le biais géographique des gérants. Donc aujourd'hui, une gestion au global de ce qui se fait sur le marché, on le sait, c'est le marché domestique qui prime, ensuite c'est la zone du marché domestique qui prime, et non pas le voisin régulièrement, et ensuite on s'internationalise avec des États-Unis et de l'Asie. Donc oui, ces marchés-là sont présents en portefeuille, jamais assez, vu les performances qui sont rapportées aujourd'hui par Laurent, mais on avait de quoi se réjouir, vous avez raison. C'est pas, comment dire, c'est pas si anecdotique que ça, que ce soit le marché espagnol ou le marché italien, des actions, j'entends, qui fassent le mieux sur cette période, comparé à des marchés plus lourds, ou plus gros, plus corps, comme vous dites, comme le CAC ou le DAX allemand. On en a beaucoup parlé, mais c'est quand même une recovery de la périphérie sur le plan économique et sur le plan boursier qui est spectaculaire. Et le terme est très intéressant, c'est le terme de recovery. Et ça explique aussi pour beaucoup pourquoi on n'y est pas depuis des années en réalité. C'est qu'il faut quand même se dire que si on tend l'échelle beaucoup plus largement, on sort pour certaines situations qui étaient mauvaises, d'une inquiétude qui était une inquiétude réelle sur l'état des économies. Italie, Portugal, Espagne, on sait très bien d'où elles viennent, et en l'occurrence on peut encore parfois se poser des questions, notamment sur l'Italie. On sait très bien que le redémarrage aujourd'hui ou la croissance italienne reste une croissance qui est une croissance médiocre, en tout cas dans la capacité, dans la capacité qu'elle donne au marché. Le deuxième point également, c'est la composition de ces marchés. Ne l'oublions pas, ce qui aujourd'hui drive pour beaucoup les économies, ou en tout cas les marchés cotés de ces pays-là, notamment italiens, c'est le segment bancaire. Donc là aussi, on est dans un segment qui était un segment historiquement déclassé au sein des portefeuilles. La recovery est superbe et elle l'est en France. Ouais. Les tendances qu'on observe sur l'IBEX et le MIB aujourd'hui, au passage, Laurent, c'est un taxe RAS, d'accord. C'est des locomotives qui continuent d'être sur les rails et les bons rails. Oui. Non, mais... Techniquement, il n'y a pas d'indicateur particulier d'une fatigue particulière. Bon, c'est beaucoup monté, donc et à la limite, une correction serait la bienvenue. L'occasion pour ceux qui ont raté un peu le train de pouvoir reprendre absolument. Un wagon en route. Je ne vois rien de particulier sur ces marchés pour le moment. Peut-être un petit ralentissement. C'est comme le secteur bancaire, on peut en parler une seconde. Ça a été un performeur merveilleux. Je suis toujours boule et positif sur les banques. Je pense que le momentum va baisser, mais je pense que ça va toujours performer. Donc peut-être que c'est ce qui va se passer. Mais en tout cas, en investisseur européen, je vous en supplie, arrêtons de parler de l'IA. Parce que on a le droit d'en parler. Non, mais comme vous dites, ça ne doit pas occulter les opportunités qu'il y a à côté et en dehors du seul thème de l'IA. Et j'ai presque envie de dire que maintenant, plus que jamais, par rapport au train haussier auquel on a assisté sur les Mag 7 et l'IA, moi je pense qu'une diversification, une rotation vers l'Europe, c'est pas complètement idiot. Bon, on va y revenir. Absolument. On parlera évidemment des perspectives, mais restons sur l'analyse de marché. Kevin, vous êtes venu avec un graphique qui montre les valorisations des grandes zones géographiques américaines avec le S&P, européennes avec le MSCI Europe, et puis asiatique hors Japon avec le MSCI Asia ex-Japan. Il n'y a pas de match. S'il y a un match, c'est entre l'Asie et l'Europe, mais pas avec les États-Unis, en tout cas en termes de valorisation.
Et non, effectivement, il n'y a pas match. Il n'y a pas match du tout, même en l'occurrence, mais c'est la même histoire que celle que l'on draine depuis là aussi, non pas 3 ans, mais 5 ans, voire 10 ans en réalité sur cette décorrélation. Il n'y a pas match, on revient quand même sur des niveaux de valorisation. Hein. C'est aussi pour cela que je peux assez bien m'accorder avec ce que dit Laurent. On a des niveaux de valorisation aujourd'hui qui sont de nouveau au plus haut et qui ne sont absolument pas à sortir de nos réflexions de ce point de vue-là. On a un marché américain qui est de retour sur ses points hauts de valorisation, toujours. 26 fois les bénéfices anticipés aujourd'hui sur le S&P 500, niveau pas vu et jamais la période Covid, dont on sait évidemment la différence statistique, mais lorsque l'on regarde ces niveaux-là, on est clairement au plus haut. Donc le marché revient dans ce que l'on se disait, vous savez, c'est non pas un niveau de bulle, on n'aime pas beaucoup ce terme-là, c'est un niveau qui est très exigeant, et comme le dit Laurent très bien, on espère tous une correction qui soit une correction d'ampleur à hauteur de ce qu'elle était par exemple au mois d'avril, où là on a eu une ouverture technique fabuleuse, il y avait peu de questions à se poser à l'achat. Bon, le point global. On avait perdu jusqu'à quasi 20%, oui, c'est ça, sur le S&P en avril, hein, sur la séquence Liberation Day. Ah oui, ça s'était passé si c'était passé plus lentement, il y aurait eu beaucoup plus de flux à l'achat en bas. Mais ça a été tellement rapide que ça fait peur. C'est la rapidité, mais c'est la capacité malgré tout de tenir ce cap-là. Et donc, à partir du moment où, au mois d'avril, on tannait finalement la clientèle sur ces niveaux de valorisation, quand on revient justement sur des niveaux de valorisation qui sont de l'ordre de 15 fois, 17 fois embarqués sur le S&P 500, ça montrait une ouverture qui était assez intéressante. Quel est le poids de la technologie, évidemment, dans la cherté de ce marché américain? Je le disais, c'est évidemment l'éléphant dans la pièce. Et là, vous regardez plus précisément, évidemment. Donc, c'est un indice global, hein, c'est un indice MSCI World du secteur des technologies de l'information, comme on les appelle. Donc, il y a à la fois la valorisation de ce secteur au niveau mondial, à comparer avec la croissance des bénéfices par action, l'un n'allant pas sans l'autre. Absolument. En fait, ici, on voulait répondre à une question que nous posent beaucoup de clients, mais que se posent souvent tous les investisseurs du monde. Bulle ou pas bulle? Bulle ou pas bulle. La question à 10 000 $, et encore, c'est des trillions maintenant. Pas très chèrement payé, effectivement. Et ce que l'on répondait à ce moment-là, ou ce que l'on répond aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a des bulles. C'est assez net aujourd'hui. On a des poches de valorisation qui sont complètement excessives, qui sont en décorrélation de ce que l'on peut attendre, effectivement, en termes de bénéfices par action. Mais une fois qu'on les a pointées, elles sont assez simples, il y a un screener à trouver, et bien globalement, le marché dans sa globalité, avec un indice tel que celui-ci, ne nous semble pas en bulle. On va réfléchir cette fois-ci sur l'aspect macro. Les éléments pour le voir, effectivement, c'est on prend du recul historique et on se dit effectivement qu'est-ce qui obsède tout le monde sur le marché, c'est la bulle effectivement des années 2000. On n'est absolument pas dans ce niveau de valorisation des années 2000. On est autour de quoi? 30 fois les bénéfices, là, si j'arrive à regarder précisément un peu plus. 35 fois les bénéfices, donc au niveau mondial, pour le secteur de la technologie et de l'information, de l'infotech. 70 fois dans les années 2000. On est monté à 70 dans les années 2000. Au global de l'indice. Donc, de ce point de vue-là, on peut déjà répondre qu'on n'est pas sur le niveau d'inquiétude que l'on peut avoir à l'époque. Et puis, à d'autres sujets, effectivement, c'est là où on va faire intervenir les BPA, c'est qu'on regarde ce qui se passait à l'époque. En réalité, les BPA, ils nous servent à donner une réalité, en l'occurrence comptable, si je le dis ainsi. Et pour le coup, la progression des BPA que l'on a, elle est tout à fait conforme, effectivement, avec cette augmentation de valorisation, et surtout, elle n'est absolument pas similaire à celle des années 2000. Dans les années 2000, on avait des progressions de BPA qui n'étaient pas du tout de ce niveau-là, on avait de l'investissement à perte, du CAPEX avec de la dette également, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, rappelons-le, puisque si on veut couronner le tout à côté de ces BPA, on a également des entreprises qui sont majoritairement, et je mets de côté celles qui sont en bulle une nouvelle fois, mais qui sont cash rich de ce point de vue-là. On évoquait, je regardais avant de venir, vous prenez une société comme Alphabet, par exemple, vous avez des niveaux aujourd'hui de cash au sein de la société, c'est 97 milliards au S1 2025. Je me suis arrêté au S1. Vous retraitez de la dette, vous tombez à peu près à 40 milliards, ça va vous faire atterrir globalement à une soixantaine de milliards de dettes nettes négatives, pour le coup. Donc ces entreprises-là, elles ne sont pas à risque, c'est ce qui nous fait dire, encore une fois, que mis bout à bout, on n'a pas d'éléments de bulle en général sur le marché, même si je comprends que l'IA nous... Non, mais il y a une concentration des profits, une concentration des performances, même si, encore une fois, on l'a vu avec les graphiques de Laurent, il y a, en dehors des Max 7, on trouve des opportunités au moins équivalentes, voire plus performantes. Sur les résultats qui ont été publiés des hyperscalers tout au long de la semaine, les GAFAM, comme on les appelait autrefois, Kevin, qu'est-ce que vous retenez du message? Il y a eu des réactions de marché qui n'étaient pas toujours unanimes. On l'a vu sur la séance de jeudi soir, si je dis pas de jeudi, si je dis pas de bêtises, avec Meta dans un sens et Alphabet Google dans l'autre.
Aujourd'hui, c'est Amazon dans un sens par rapport à Meta hier qui perdait 10-15%. C'est ça. Ça résume ce que l'on disait sur les valorisations. C'est quand on dit que c'est exigeant, il n'y a aucune liberté qui soit laissée, enfin aucune latence qui soit laissée dans les résultats. Dès lors qu'il y a une déception à la baisse, de ce point de vue-là, on se prend immédiatement les pieds dans le tapis avec la tension du marché. Si je peux simplement poursuivre sur Meta, Meta fait justement partie de ces sociétés qui sont les plus endettées, qui ont le moins de dette nette. On est en dette nette positive de ce point de vue-là sur Meta. Rien d'inquiétant, je le précise bien, on n'est pas dans un surendettement, mais là on a beaucoup moins de marge de manœuvre. Et puis surtout Meta, rappelons-le, a déjà eu un accident. Le marché lui pardonnera sûrement beaucoup moins de choses face à des Amazon, Google, encore une fois. La petite erreur du métaverse, à 40 milliards quand même. La petite erreur, effectivement. Mais effectivement, qui a plombé le titre pendant 12-18 mois. Et donc facile. on lui pardonne pas grand-chose en termes de rotation. Mais ça vaut pour Meta, et si on quitte ces GAFAM, si on les appelle encore ainsi, regardons ce qui s'est produit sur Fiserv, par exemple. On est dans la technologie des paiements, moins 45% en séance, sur une séance. On est à 600 milliards de valorisation. On ne parle pas non plus d'une petite société. On s'enfonce à moins 65 maintenant depuis le début de l'année. Ça, c'est de l'exigence. Ça, c'est de la bulle. Moi, je pense que, pour revenir à cette question sur la bulle, je pense que ce qui peut nous induire en erreur, c'est de comparer la situation d'aujourd'hui avec la bulle Internet. Ça, c'est une grave erreur parce que ça n'a vraiment rien à voir. Le profil des entreprises, c'était des startups. Aujourd'hui, c'est Google, c'est Meta, enfin, c'est des monstres, quoi. Donc, ça n'a rien à voir. Mais il y a quand même une question que le marché ne se pose pas assez, c'est quand même le retour sur investissement par rapport à ces capex. C'est OK, c'est pas cher, mais il y a un moment où, quand même, en tant qu'actionnaire, on peut légitimement poser la question de savoir quand est-ce qu'on va voir le retour commercial d'applications concrètes de toutes ces sommes qui sont dépensées. Et aujourd'hui, ça n'a pas lieu. Non. Mais je dis simplement qu'il y aura peut-être un moment où la question va se poser. Et à ce moment-là, je pense qu'il peut y avoir effectivement... Je ne parle pas de crack, je ne parle pas de catastrophe. Je parle juste d'un principe de retour à la réalité parce que j'ai quand même l'impression que le marché américain sur ce segment-là est un peu hors sol. Moi, je crois que ce qui fait un peu la différence dans les réactions de marché qu'on a vues entre Alphabet, Amazon d'un côté et Meta de l'autre, c'est que le marché quand même commence à se dire que des boîtes comme Alphabet, Google, avec YouTube, avec le search, a peut-être une capacité immédiate à monétiser beaucoup plus facilement tous les efforts qui sont menés dans l'IA par rapport à Meta. Le modèle de Meta a évolué et c'est beaucoup la pub aussi aujourd'hui, mais peut-être que les outils de Google sont plus performants. Et idem chez Amazon. L'optimisation des flux logistiques, etc. On voit très bien ce que l'IA peut tout de suite amener dans l'amélioration de la performance opérationnelle d'une entreprise comme Amazon ou de Google. Peut-être qu'on le voit moins chez Meta. Absolument, et le marché achète des barrières à l'entrée, ce que n'a pas Meta. C'est aussi problématique, ne l'oublions pas. La question va vite se poser sur Apple. On dit ici, mais on pourrait se poser la question sur Apple. Sur Meta, c'est très clairement, en réalité, une non-diversification du business qui fait très peur, même si les sources de revenus ont été modifiées. Bon. Sans parler de risque de crack, Laurent, vous nous montrez quand même des graphiques. Alors, ces espèces de mâchoires de crocodile, là où on voit les marchés qui s'écartent. Mais oui, mais c'est toujours la même... c'est une figure technique classique, Laurent, la mâchoire de crocodile. Et donc là, on le voit, c'est entre les Mag 7 et le reste du marché. Et sur les derniers mois, l'écart s'est encore considérablement creusé. Alors, il y a deux manières de regarder les choses. Soit on trouve que ça donne un peu le vertige, cette performance des Mag 7 à 120% depuis 2 ans. Parce qu'en fait, il y a un ETF aux États-Unis qui est sorti pour les Mag 7, donc c'est facile maintenant de traquer le groupe. Voilà, le groupe, exactement. Donc 120% de perf depuis 2 ans, avec un S&P équipondéré qui se traîne à 30%. Donc la dispersion, elle est juste phénoménale. Le S&P équipondéré, pour que les gens comprennent bien, c'est un indice où Nvidia ne représente pas 10% de l'indice, mais 0,2%. Donc c'est beaucoup plus démocratique, on va dire. Et donc ça pose, d'abord, ça montre assez bien l'hyperconcentration quand même des flux actuellement sur les Mag 7, et heureusement qu'elles sont là pour doper un peu la performance du S&P, qui en bénéficie quand même largement. Donc ça pose la question de savoir, d'abord, est-ce que c'est sain ? Et je laisse chacun répondre à la question, mais ça pose aussi la question de savoir si
ces Max 7, pour une raison ou une autre, à un moment, il y a une espèce de prise de conscience ou de remise en question. Qu'est-ce qui se passe sur le marché ? Alors, de deux choses l'une. Soit il y a une rotation. C'est-à-dire que les flux sortent des Max 7 et ils vont sur les autres secteurs. D'autres secteurs prennent la relève. Voilà. J'y crois pas. Ils sont trop petits. Ils sont devenus trop petits. Et psychologiquement... Prendre la relève d'un compartiment comme les Max 7, non. Pour des secteurs traditionnels historiques, c'est plus possible, vous dites. Les flux iront sur les autres secteurs, mais c'est pas parce que les flux iront sur les autres secteurs que le S&P continuera de monter. Le S&P est pris en otage par les Max 7. C'est-à-dire, oui, parce que si les flux sortent des Max 7, ils iront, sur les autres secteurs, mais pas la totalité, il y a trop d'argent. Donc, de toutes les manières, le S&P ne pourra pas continuer de monter avec les 9 autres secteurs et pas la tech. Donc, la tech, elle est devenue pivot. Donc, systémique. Ouais, c'est un peu ça. Et donc, quand on voit cette dispersion, moi, elle me rend très mal à l'aise parce que je me dis que depuis le mois d'avril, même si les valorisations ne sont pas exagérées, même s'il y a plein d'arguments pour expliquer que l'IA, c'est pas du vent et que ça apporte véritablement une création de valeur dans le monde de l'entreprise, techniquement, c'est très inconfortable de voir ces poussées haussières sans correction importante, parce que plus le marché monte de cette manière, plus il est vulnérable. Et plus, en fait, il va y avoir un moment où ça peut être un trade très encombré de vouloir sortir de ce marché. Et en fait, les gens ne paieront pas en face. Ils diront, moi je veux payer, mais beaucoup moins cher. Ah bah oui, 20-30% moins cher minimum. Ils ne vont pas repayer massivement. Ah bah non, c'est pas un moins 5 et donc, qu'on va et donc rentrer, c'est un marché qui continue de monter. Donc tant que ça monte, tant mieux. Mais c'est un marché où on peut perdre très vite un certain taux de variation qui peut faire mal. Donc, cette dispersion, pour moi, il vaudrait mieux qu'elle se dégonfle parce que plus elle va tenir... Plus les corrections seront là, à la hauteur de ce phénomène. Donc, ça peut être douloureux. Une autre manière de regarder, alors c'est ce graphique sur la participation de marché que vous apportez. Oui. Alors Laurent. Ça, il faut l'expliquer un petit peu. On retrouve là aussi la mâchoire de crocodile. Oui. Alors, là, il faut juste expliquer un petit peu ce qu'on voit. Donc, déjà, on voit le S&P équipondéré en haut à droite, et on voit déjà que lui, il patine. Il a du mal en hebdomadaire. Donc il a du mal à progresser maintenant depuis presque 2 mois. Et donc ça, c'est le premier aspect où quand on met encore de côté cet aspect GAFAM, on voit que le marché il est moins enthousiaste. Et on a un indicateur technique qui s'appelle le Summation Index. Alors je ne vais pas vous l'expliquer dans le détail, mais l'idée c'est de regarder la participation, c'est-à-dire le nombre d'actions du S&P qui progressent et le nombre d'actions du S&P qui régressent, donc qui clôture négativement ou qui clôture positivement, en base hebdomadaire. Et ce qu'on voit, c'est que depuis le début avril, la première partie du rallye, donc jusqu'au mois de juillet, l'indicateur de participation monte. Donc il y a de plus en plus d'actions du S&P qui progressent. Donc ça, c'est sain. Et on voit depuis l'été que, en fait, voilà, on voit que l'indicateur de participation baisse. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'actions qui clôturent négativement sur une base hebdomadaire, alors que le S&P équipondéré patine et que le S&P continue de monter. Donc, ce moteur de l'IA, ce moteur technologique, prend une place pour moi qui est hypertrophiée. Je ne sais pas comment ça va se terminer et quand ça va se terminer, mais ça va forcément se terminer un jour. Forcément. Donc, mais je ne sais pas si c'est dans 3 mois ou... Je ne sais pas, en fait, si on est en 96, en 98 ou en décembre 99. Voilà. C'est ça le problème. Mais pour moi... Quand je pose cette question, on me dit on est en 98. Oui, moi Parce qu'on est en 96 ou fin 99, les gérants me disent 98. Donc, 98, ça veut dire... Donc ça veut dire qu'il faut rester dans le marché. Oui. Quand celui qui vous dit on est en 98, ça veut dire il faut rester dans le marché, il faut tenir dans ce marché. Il faut tenir dans ce marché, mais il faudrait quand même qu'à un moment, on retrouve quand même un petit peu de ce qu'on connaissait dans le monde d'avant.
et qui étaient en fait les critères de définition d'un marché sain, qu'on a un petit peu perdu de vue. La participation, la largeur de participation. Oui, la profondeur du marché. C'est-à-dire que tout le monde s'en fout de tous les secteurs américains. Mais quand est-ce que dernièrement un invité à vous a parlé du secteur de la construction ou des matériaux de base aux États-Unis, l'énergie? Plus personne ne parle de rien que de l'IA. Ouais. Quand on est comme ça, je dis juste que ça devient, en anglais on dit frothy. Oui, c'est-à-dire l'écume spéculative. Oui, c'est ça devient un peu trop bouillonnant, quoi. Alors moi je ne sais pas si Kevin est d'accord avec moi ou pas, mais moi je trouve qu'on commence à rentrer dans une phase spéculative. On commence juste à rentrer dans une phase spéculative. Oui, parce que là, parce que c'est ça en fait ce que montre le graphique. C'est-à-dire que jusqu'à l'été, il y avait de la participation, et puis depuis l'été, on ne parle que de tech. Et moi, je me pose la question de savoir. On en discutait tous les trois avant l'antenne. Alors, on n'a pas prévu de parler de l'or ou des cryptos, mais c'est vrai qu'on parlait de l'or qui, ces dernières semaines, s'est retrouvé à avoir le comportement d'un actif parfois plus spéculatif que celui d'un actif refuge, Kevin. D'une crypto. Je vais quand même répondre à la question qui m'est posée. Sommes-nous un moment spéculatif? Oui, mais on l'a toujours été depuis 2 ans, je le suppose. En fait, oui, il y a moins de participation effectivement au marché. Je ne sais plus les secteurs que vous avez évoqués, je crois, construction, énergie, matériaux de base. Ouais. On n'en parle pas parce qu'ils ne sont pas bons en réalité, ces secteurs-là aux États-Unis. Donc oui, il y a un vrai problème aujourd'hui entre, je suis d'accord, la cohérence marché, avec un S&P 500 qui affiche des perfs assez folles, je crois que je reprends ce terme-là, et une situation économique américaine qui n'est pas très bonne. Donc on se raccroche effectivement à ce qui fonctionne, et ce qui fonctionne, c'est la technologie. Alors, pourquoi on n'en parle pas, si je peux me permettre? Oui, bien sûr. Je pense qu'on a fait le calcul depuis octobre 2022, lancement de ChatGPT, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, exactement. Les Max 7, en l'occurrence, 165% de hausse de revenus. Depuis. Hausse de chiffre d'affaires, hausse des ventes. Pardon, hausse de bénéfices. De bénéfices. Le S&P 493, retraité, plus 4. Donc ça explique tout simplement pourquoi est-ce qu'on n'intègre pas. Ça pose un vrai problème, vous avez entièrement raison, de corrélation des deux, c'est-à-dire est-ce que c'est sain ou pas, est-ce qu'on spécule? La réponse est oui, mais ça explique également cette concentration du marché. Ce qui est très intéressant, c'est que, alors on a coutume de dire que le marché c'est pas l'économie. Moi je réponds souvent que peut-être que le marché n'est pas que l'économie ou toute l'économie, mais le marché n'est pas non plus pas l'économie. Bien entendu. C'est-à-dire que ce que vous décrivez là, c'est exactement ce que les macroéconomistes nous disent de la réalité de l'économie américaine aujourd'hui, tiré par les capex liés à l'innovation et à l'IA, qui représentent 20, 30, 40, 50% peut-être de la croissance américaine aujourd'hui. Donc on a 80% de l'économie qui est stagnante, voire dans une situation compliquée pour certains secteurs spécifiques, et 15-20% de l'économie qui est booming comme on l'a jamais vu. Combien de points de PIB aujourd'hui américains par les dépenses justement d'investissement sur l'IA de ce point de vue-là? Et un indice comme le S&P 500, mais on peut reprendre en fait un Nasdaq Composite, c'est... De ce point de vue-là, bien sûr, il ne tolère que les gagnants. Donc oui, effectivement, le train derrière se décroche très largement, mais économiquement, encore une fois, ça fait du sens. Les pétrolières que l'on a en portefeuille, rappelons-le, font face aujourd'hui à des niveaux de barils qui sont des niveaux de barils très complexes, largement au-dessus des niveaux de rentabilité, bien entendu. Mais malgré tout, ça explique très naturellement que l'on puisse se gausser sur la performance de Chevron. Mais Chevron, pour en avoir en portefeuille, c'est ennuyeux. C'est très ennuyeux, malheureusement. Alors, j'ai juste une chose à rajouter très vite. Est-ce que vous savez quel est le secteur américain qui a le mieux performé cette année en 2025 quand on sort la tech? Je vais vous le dire. Alors le secteur, je ne sais pas, mais moi je dirais peut-être ça va vous surprendre. Énergie renouvelable. Non. Utilities. Oui, je suis pas loin. Oui, mais quand même. Mais oui, peut-être pas loin. Peut-être pas loin. Utilities. Mais parce que connecté au Tamiya, parce qu'on a besoin d'énergie. Modification infrastructure, Nextera qui repart à la hausse simplement sur une ambition nucléaire. Ça reste Nextera, on parle pas de bulle. Mais on parle pas d'une nouvelle valeur. Je m'entends avec ça, mais Brookfield Corporation, par exemple, si on regarde eux, c'est la branche nucléaire, c'est un contrat de 80 milliards aujourd'hui. Alors oui, dans l'indice, effectivement, ça ressort comme financière, parce que c'est une holding en réalité, mais comme le dit très bien Grégoire,
En fait, c'est de l'IA qu'on achète à travers ça, parce que énergie, nucléaire, donc besoin de puissance, data center, et je ne pouvais pas le résumer. Petite parenthèse au milieu de cette discussion autour de l'IA, malgré tout, Laurent, on continue d'en parler nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on fait avec la macro américaine là? Vous nous avez apporté, alors c'est gentil, l'indice des surprises économiques aux États-Unis, mais il n'y a plus de données. Donc, mais Laurent arrive avec un anniversaire, donc je voulais arriver avec des bonnes nouvelles. Je voulais avec des bonnes nouvelles. Ce que ça illustre, effectivement, un indice ici, c'est macro et micro. C'est l'avantage de l'indice de Citi, indice de surprise économique, très simple à la lecture. Tout ce qui est positif veut dire qu'on surprend le consensus, et inversement dans la baisse. Je voulais juste ici effectivement signifier que quand bien même on a un shutdown, on arrive aujourd'hui dans un melting pot qui est plutôt très heureux de ce point de vue-là vis-à-vis des données. Alors après, il faut le voir pour ce que c'est. Rappelons qu'on peut être très négatif sur les données et être surpris moins négativement qu'attendu. Ça suffit à avoir une surprise positive. C'est ce que résume l'ensemble du marché. On tourne autour sûrement d'un cercle qui est très élevé en termes de valorisation, avec une macro qui se dégrade, effectivement, mais on le voit, on a peut-être été un peu trop craintif de certaines données macro, notamment sur l'emploi, notamment sur l'immobilier qui ne trouve pas aujourd'hui de répercussions, et donc on a plutôt des surprises positives. Donc la patte micro tient, la patte macro est médiocre, mais tient. Je rajoute à ça ma micro avec les BPA, voilà le cocktail pour avoir ce niveau de valorisation. Une Fed vigilante, on la sent, même si le rythme ou la vitesse des baisses de taux, la profondeur des baisses de taux n'est pas encore acquise, mais on sent qu'elle est dans l'action, prête à être dans l'action si nécessaire. Espérons-le. J'espère que le marché achètera ça. Je commence à voir. Enfin, on a la sensation malgré tout que le marché commence surtout à acheter le prochain président de la Fed. Sur la séance de mercredi soir, enfin celle de jeudi pour nous, en l'occurrence, on a vu quand même des niveaux de taux qui étaient des niveaux de taux assez élevés. On a senti le marché un peu craintif, se rattraper à une branche qui était en fait à une branche de forward plutôt à 6-12 mois plutôt que ceux de décembre. Espérons que ça suffise. Un mot au passage, là vous venez aussi avec toujours ces graphiques concernant l'univers du crédit. Donc on est sur le segment du crédit au rendement américain. Là aussi, en complément de la lecture macro, micro-boursière, etc., que nous raconte le marché du crédit aujourd'hui, sachant que là aussi, c'est-à-dire tout comme l'IA, on a vu 2-3 accidents dans les marchés de private credit aux États-Unis, First Brands, Tricolor Holdings et un ou deux autres, et tout de suite, on a remis le nez sur des marchés, en l'occurrence, qui ne sont pas des marchés cotés liquides, qui sont des marchés privés, et donc on a tout de suite, avec en plus l'aspect banque régionale derrière, etc., on s'est replongé dedans au moins pour quelques heures ou quelques jours au cours des dernières semaines. Oui, en réalité, je pensais arriver sur ce plateau en expliquant qu'enfin il se passait quelque chose sur le marché du crédit, coté, puisque c'est ce qui nous intéresse. Et comme vous le dites très bien, ce fut un non-événement total. On a mis ici en exergue, alors ce graphique du spread, on le connaît depuis le temps qu'on le présente, mais on est sur des niveaux de spread qui sont des niveaux de spread historiquement bas, bien entendu, donc un marché du crédit très peu intéressant aujourd'hui pour les investisseurs. Des primes de risque pour aller dans du high yield américain, aujourd'hui c'est 3% en moyenne. 3% cher payé, de primes de risque pour aller dans du high yield américain, qui n'est pas le high yield européen, je le dis bien. Et c'est pas le high yield européen, on parle pas des mêmes niveaux d'endettement de ce point de vue-là. On n'y touche pas, disons-le très clairement. Mais on a eu effectivement donc, les deux défauts que vous évoquez et une crainte dans les spreads. À droite de ce graphique-là, vous avez les mouvements justement hebdomadaires sur la semaine de défaut, et on voit effectivement qu'on a eu quand même des mouvements de spread très violents sur le triple C, jusqu'à 70-80% de points de base d'écartement, et finalement on le voit dans le graphique prix au global. Ça revient, la poussière est retombée, circuler, il n'y a plus rien à voir, il n'y a pas de problème sur le marché du crédit, et finalement aujourd'hui, on allonge, alors non pas sur la partie américaine, à yield où on n'est pas, mais on en vient à allonger les maturités pour aller chercher des taux. Et très globalement, ce qui va se produire, c'est qu'on va commencer aussi en Europe, on en parlera peut-être tout à l'heure, à aller chercher du crossover et sortir... On n'aura pas le temps d'en parler, mais ça veut dire descendre un petit peu en termes de qualité de crédit, c'est ça, pour aller chercher le rendement qui convient. Aujourd'hui, sur de l'investment grade, on a encore 3% en actuariel sur les 3-4 années, donc c'est plus une duration suffisante. On passe à 7%, il faut passer à 15%. On a fait l'exercice avant de venir pour avoir du 4% actuariel. 15 ans, de maturité. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, un marché qui descend la qualité. Eh oui, marché très cher. Aussi. Allons-y sur les prévisions 2026, Laurent. Alors, il nous reste quelques minutes, donc il faut qu'on avance un peu. Déjà, année de midterms. Oui, alors pourquoi faire les prévisions 2026 maintenant ? Parce que je pense que l'année 2025 est faite en termes de perf. Donc je pense que ça peut peut-être continuer de monter un petit peu, mais le S&P est en hausse de 15%. Je pense que l'année
l'année. On a les gagnants et les perdants de l'année. Voilà. Moi, si j'étais gérant aujourd'hui, je verrouillerais mes positions, je lockerais mes gains, je ne chercherais pas à générer encore de l'alpha. Alors donc, j'ai regardé le cycle présidentiel et en fait l'année qui vient c'est la moins favorable sur les 4 ans. Alors ça vaut ce que ça vaut. La saisonnalité, on a bien vu qu'en septembre, en octobre, elle était plutôt défavorable que nenni puisque les marchés... Pas cette année. Voilà, exactement. Donc faute d'avoir une boule de cristal, on reprend ce qui s'est passé par le passé et on regarde. Et donc on va bien voir ce qui se passe l'année prochaine, mais en tout cas les midterms en général c'est une année stable où ça stagne. Par rapport aux 2 précédentes où effectivement il y a du momentum, et puis l'année de l'élection où le président fait tout pour que il soit réélu. Bon, en l'occurrence, là, il ne sera pas réélu. Mais bon, en général, peut-être que ça jouera d'ailleurs, je ne sais pas. En tout cas, les midterms, en général, c'est une année assez morose. Donc, on va voir ce que ça nous réserve. Mais je pensais que c'était intéressant, du point de vue de la saisonnalité, de rappeler que... Vous dites, ça peut calmer un peu le jeu. Surtout quand on arrive après le cycle haussier qu'on connaît, je pense que ça serait peut-être légitime de voir un petit peu les choses se tasser. Rapidement, Laurent, Oui. S&P 2026, quel est le scénario que vous avez envie de privilégier à date, aujourd'hui? Alors, le scénario que j'ai envie de privilégier, ça va être celui que je viens d'exprimer, c'est-à-dire une année 2026 en dents de scie, en range, avec in fine, puisque de toute façon les marchés américains vont continuer de monter, et comme le disait Kevin, il n'y a pas non plus de facteurs qui soient particulièrement alarmants à ce stade-là, puis je ne parle même pas des cadeaux fiscaux de Trump l'année prochaine. Bien sûr. Moi je vois le S&P dans un an à 7200 points. Donc, c'est pas très haut. C'est modeste par rapport au niveau atteint aujourd'hui. Absolument. Ouais. Donc, ça montre bien pour moi que on devrait assister à une respiration, à une pause dans ce bull market avec des points d'entrée autour de 6200 points. Là, il faut tout vendre et acheter des actions américaines sur ces niveaux parce que je pense qu'effectivement, ça sera un petit peu ce qu'on a vécu en avril. 6002, vous dites, si on retombe, si on voit le S&P à 6002, il faut y aller. Toutes choses égales par ailleurs, il ne faut pas trop se poser de questions. C'est un beau buy the dip. Ah oui, absolument. Bon, voilà. Sur le stock 600, donc l'Europe, vous dites on vise 600 points en 2026. Là aussi, ça fait une progression, somme toute modeste par rapport au niveau sur lesquels on est aujourd'hui. Mais j'ai pas les arguments, quand je vois le stock 600, j'ai pas les arguments pour être ultra bull. Mais en même temps, je ne vois pas de volatilité particulière. Le Stoxx 600, il est dans un canal haussier depuis 2022. Il va doucement, mais il va sûrement. Donc, je pense qu'il va continuer sur ce rythme. Je pense qu'il y a un point d'achat entre 540 et 560 points sur le Stoxx 600, sur lesquels il faudra vraiment s'interroger. Techniquement, c'est un énorme niveau. Donc, il y a effectivement sur repli une opportunité. Bon, et puis à plus court terme, là, pour le mois de novembre, oui, vous insistez quand même sur l'idée d'une rotation sectorielle possible. Alors, pour les secteurs, on va dire même sur décembre, j'aime bien la santé. Et ça, je me fie uniquement à des critères techniques et des ratios de force relative où la santé européenne et même américaine est en train de se réveiller. Donc, pourquoi pas. J'aime également l'énergie. Alors j'ai peut-être tort, mais je trouve que là aussi, il y a effectivement quelque chose qui est en train de se passer. Et puis j'aime la distribution, qui pour le coup, elle est forte en Europe. Donc voilà 3 secteurs que j'aime bien. Alors j'aime toujours les banques, l'assurance, mais enfin bon, je pense que si on essaie de... Dans les nouveautés. Oui, c'est ça, dans les nouveautés. Je cherche des nouvelles idées. Ben oui. Pas facile de trouver des nouvelles idées dans ce marché. Pas simple, effectivement. Kevin, vous êtes venu avec un graphique sur le lien entre le niveau de valorisation et les espérances de rendement à horizon 3 mois et à horizon 5 ans, partant des niveaux de valo qu'on a pu décrire avec vous au cours de cette émission. Qu'est-ce qui peut se passer à 3 mois et qu'est-ce qui peut se passer à 5 ans, Kevin? Alors, ça répond à la question effectivement à quoi sert la valorisation. Je vais répondre à celle qu'est-ce qui peut se passer à 3 mois. Le graphique nous le donne très clairement, c'est le graphique de droite. On ne sait pas et on ne peut pas savoir. La valorisation n'a pas de pouvoir prédictif, effectivement. À 3 mois, statistiquement, on le voit, ça ne donne rien. En moyenne, d'ailleurs, si on regarde le nuage, avec ces niveaux de valorisation, à 3 mois, c'est plutôt positif. C'est compris dans des proportions qui vont mettre une médiane à 10% de progression à peu près du S&P 500 3 mois après. Assez simple, hein. Plus fort niveau, momentum, poursuite du rallye haussier, tout simplement. Les sommets sont faits pour être battus. Exactement. Donc à 3 mois, ça ne dit rien du tout. Ce qui est beaucoup plus intéressant, effectivement, c'est la projection à 5 ans. C'est pour ça qu'on est très embêtant dans notre picking, effectivement, sur les niveaux de valorisation. Là, on le voit, le pouvoir prédictif est beaucoup plus fort, puisque à 5 ans, non pas on lance la pièce, mais on voit ce nuage, il est très particulier, avec
ce qui se situe à gauche du nuage, à savoir des rendements qui sont des rendements pauvres, à 0, voire légèrement négatifs, mais disons le négatif, sur ces niveaux de valorisation actuels, bien entendu. Et on consomme les bénéfices des 5 prochaines années, boursièrement parlant. Absolument. À 27 fois, vous êtes sur un niveau qui statistiquement ne donne rien en retour, absolument. Sauf, encore une fois, à avoir une bulle qui se réalise de ce point de vue-là, avec des BPA qui viendront dégonfler très naturellement la chose, et donc se repositionner dans le nuage. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour ce tableau de bord des marchés, toujours très dense, très instructif, avec les graphiques que vous nous apportez. Et on se retrouve chaque dernier vendredi du mois avec Kevin Lenouaille, directeur associé chez Avantgarde Family Office, et Laurent Albi, responsable de Next Momentum et membre cofondateur également de Caleis 360.